Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Élection en RDC. La position de l'Union africaine suscite une vague de réactions. Nous verrons cela avec notre correspondante à Kinshasa. Au Nigeria, l'extrême pauvreté se généralise dans ce pays qui encaisse pourtant d'importants revenus pétroliers. Ici, aux États-Unis, la présidentielle de 2020, c'est maintenant. De nombreux candidats démocrates affûtent déjà leurs armes pour évincer Donald Trump. Bonsoir. C'est une position dont tout le monde parle, celle de l'Union africaine. Réunie hier à Addis Abeba, quelques chefs d'État ou de gouvernement africains ont demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections récemment organisées en République démocratique du Congo en raison des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires. Une position qui évidemment a suscité beaucoup de réactions à Kinshasa, tant du côté du gouvernement que de l'opposition et notamment des principaux candidats qui étaient engagés dans la présidentielle du 30 décembre dernier. L'Union africaine a décidé d'envoyer d'urgence une délégation de haut niveau en RDC dans les prochains jours et les regards restent tournés vers la Cour constitutionnelle qui devrait se prononcer sur les résultats de ces élections. Comment cette position de l'Union africaine est-elle accueillie dans les rues de la capitale congolaise? Voici quelques réactions. L'Union africaine, parlons-en. Ce qui représente l'Union africaine, c'est un certain Paul Kagame. Paul Kagame a des leçons à donner aux Congolais. Paul Kagame devrait applaudir Joseph Kabila entre nous, qui aujourd'hui a accepté librement, démocratiquement, de libérer le pouvoir. L'Union africaine a bel et bien raison de venir, mais qu'on ne se trompe pas, une élection ne se négocie pas. Kabila ne peut pas continuer à nommer le président de la République en République démocratique du Congo. Le peuple a choisi et qu'on fasse la volonté du peuple. Et pour développer un peu plus cette actualité, rendons-nous tout de suite à Kinshasa où nous attend Anastasie Tudièche, notre correspondante sur place. Anastasie Tudièche, bonsoir. Comment réagit la classe politique congolaise à cette position de l'Union africaine? Alors, véritablement, l'indignation le dispute au nationalisme ici, au nationalisme le plus vibrant. Pour André Alain Apoundou, eh bien, cette déclaration de l'Union africaine est de nature à, je cite, semer la confusion dans l'esprit des différentes opinions. Et il renvoie cette Union africaine à sa charte ainsi qu'à celle des Nations Unies pour rappeler la souveraineté de l'État congolais. Et il rappelle également, André Alain Apoundou, l'épisode Al Gore-Bush, pour lequel une solution américaine a été trouvée. Il exhorte chacun à laisser les Congolais trouver une solution congolaise. Du conseiller spécial du président Kabila, Kikaya Bin Karoubi, quant à lui, il était à Addis Abeba et il explique qu'une réunion informelle, fût-elle de chefs d'État, ne saurait dicter sa loi au Congo au mépris de la loi congolaise qui prévoit que la Cour constitutionnelle a jusqu'à demain samedi soir pour se prononcer. Et puis, du côté du président élu, John, on n'est pas en reste. Écoutez la réaction de Peter Kazadi, très proche de Félix-Antoine Tshisekedi, dont on dit qu'il pourrait être le prochain gouverneur de Kinshasa. Écoutez-le. Je doute de la crédibilité de M. Kagame quant à ses qualités de démocrate. L'Union européenne et l'Union africaine est sous sa coupe, c'est lui qui la dirige. Cette décision, c'est avec son aval qu'elle a été rendue publique. Plutôt que d'attendre l'arrêt de la Cour, c'est maintenant l'Union africaine qui dit à la Cour de ne pas statuer. Donc nous trouvons ça scandaleux. Ça n'a aucun fondement juridique du point de vue international ni du point de vue interne.
Anastasie Tudièche, une dernière question. Est-ce que vous avez des réactions du côté du camp de Martin Fayulu? Sans surprise, Martin Fayulu est le seul des candidats présidents à trouver grâce et à trouver l'intervention de l'Union africaine normale, saine et bienvenue. Et il a donné une conférence de presse qui s'est terminée il y a moins d'une heure, à laquelle nous avons assisté, dans laquelle il laisse poindre une volonté d'ouverture, Martin Fayulu. Il a exhorté les Congolais à toutefois ne pas verser dans le tribalisme, parce qu'il y a de violents affrontements entre ses partisans et des partisans de Félix-Antoine Tshisekedi. Il a laissé poindre une ouverture, se dit prêt à discuter, mais a-t-il martelé dans la vérité? En un mot, Anna, est-ce que vous avez quelques informations sur quand est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait se prononcer sur ces résultats? Tout à fait. D'après mes informations, John, la Cour constitutionnelle se prononcera demain à 10h. Merci Anastasie Tudièche pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Kinshasa. Et ce feuilleton qui se poursuit à la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté mardi d'accusations de crimes contre l'humanité, restera en détention jusqu'à une nouvelle audience le 1er février. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Les juges du tribunal ont décidé que la détention de Laurent Gbagbo et de son co-accusé, Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, sera maintenue en attendant l'examen de l'appel du procureur sur leur mise en liberté. L'accusation a déjà annoncé son intention de faire appel. En Algérie, la prochaine élection présidentielle aura lieu le 18 avril. L'annonce a été faite ce vendredi par la présidence de la République. Le mandat du président Abdelaziz Bouteflika, à la tête du pays depuis 1999, expire le 28 avril. Son camp l'appelle depuis plusieurs mois à se représenter pour un 5e mandat. Mais M. Bouteflika, 81 ans, n'a pour l'heure pas fait part de ses intentions. Considéré comme l'artisan de la paix après une décennie de guerre civile en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika fait face depuis quelques années à une santé défaillante. Même avec ses revenus pétroliers élevés, le Nigeria fait face à une pauvreté généralisée. En juin 2018, le pays a surpassé l'Inde dans le classement mondial de l'extrême pauvreté. Une situation dénoncée par les syndicats dont les plateformes revendicatives n'ont pas reçu gain de cause face au gouvernement. Plus de précisions avec Blanche Sanou. Cette jeune femme de 28 ans vend de la nourriture depuis 3 ans dans un quartier de Lagos. Malgré cette activité, elle n'arrive pas à s'en sortir avec son mari qui est chauffeur de bus. Avec leurs 3 enfants, ils vivent au jour le jour. Une fois que nous avons dépensé de l'argent pour notre nourriture, payé les frais de scolarité des enfants et de tous les fournisseurs auprès desquels nous achetons des fournitures, il ne reste plus rien à économiser, pas même 500 naira ou $1,40. Le syndicat du travail du Nigeria tente de persuader le gouvernement d'augmenter le salaire minimum qui est actuellement de 18 000 naira ou $58 US. De nombreux fonctionnaires comme Aouna Godwin ont du mal à joindre le debout. À 35 ans, il vit à Abuja, la capitale fédérale, et travaille dans la fonction publique depuis environ 8 ans. Aujourd'hui, son salaire ne lui permet pas d'assurer son pain quotidien. Compte tenu de la situation critique des travailleurs dans le pays, en particulier du personnel des gouvernements locaux et des gouvernements des États, il ne devrait pas y avoir de débat sur cette augmentation. Nous espérons que le gouvernement ira jusqu'à apporter une augmentation tangible. Selon des analystes, certains pays africains ont un niveau élevé de pauvreté à cause de la croissance rapide de la population. Dans leurs prévisions, des pays comme la République démocratique du Congo et le Nigeria abriteront plus de 40% des personnes extrêmement pauvres du monde d'ici 2050. La France et le Royaume-Uni ont récemment signé un nouvel accord pour la gestion des flux migratoires. L'objectif est de jumeler les efforts pour mieux contrôler les activités des migrants et des passeurs, notamment dans les dunes de Calais, d'où partent des milliers de migrants, soit par bateau, soit dans des camions vers la Grande-Bretagne. Davantage avec Irénée Herman Umbo. Ahmed, originaire d'Awaz, dans le sud-ouest de l'Iran, vit dans ce camp de fortune pour migrants près des dunes de Calais depuis environ 2 mois.
Il y vit avec son épouse, sa fille de 8 ans et son fils de 2 ans. La plupart de ceux qui sont ici sont des Iraniens. Ils tentent d'entrer au Royaume-Uni par bateau. Ahmed et sa famille ont tenté une première traversée dans une embarcation surchargée. Cela a failli coûter la vie à ses 2 enfants. Ils sont tombés dans l'eau. 8 de mes amis m'ont aidé à les retirer de l'eau pour les ramener sur le bateau. Et 1 heure plus tard, nous sommes revenus sur la côte. Ces migrants sont décidés, quelles que soient les difficultés, à tenter leur chance de nouveau pour se rendre en Grande-Bretagne. Nous dormons dans les rues ou ici sous les tentes. Notre objectif est d'aller en Grande-Bretagne. Mourir ici ou quelque part d'autre, ça n'a aucune importance. La traversée de la Manche est assez dangereuse selon les autorités françaises qui, conjointement avec les Britanniques, ont renforcé les moyens de surveillance aux frontières. Aucune chance donc pour ces migrants et même pour leurs passeurs d'atteindre leurs objectifs. Toutes les mesures ont été mises en place par les autorités des 2 pays pour empêcher toute infiltration. Le niveau de contrôle ne va pas baisser ni augmenter. Étant à 100%, tous les poids lourds, tous les véhicules de tourisme seront contrôlés au même niveau. Environ 3000 migrants sont cachés dans des camions ou sur des embarcations de fortune qui tentaient de gagner le Royaume-Uni ont été interceptés en 2018. Les efforts conjoints français et britanniques ont permis également de démanteler 26 réseaux de passeurs. L'objectif est la tolérance zéro pour la migration clandestine entre les 2 pays. Ici aux États-Unis, nous sommes ce vendredi au 28e jour du shutdown, la fermeture partielle du gouvernement fédéral. Et la situation semble virer au règlement de compte entre le président Donald Trump et Nancy Pelosi, 3e personnage de l'État. Un voyage que cette dernière devait effectuer en Afghanistan à bord d'un avion militaire a été annulé par Donald Trump. Le président américain a demandé à Nancy Pelosi de rester travailler à Washington. Ces derniers jours, plusieurs démocrates ont fait des pas vers la course à la présidentielle de 2020. Ces multiples précandidatures visent à évincer le président Donald Trump au cas où il est candidat à sa propre succession. Mais pour l'heure, aucun favori ne se dégage de cette course démocrate primaire. Comme nous le dit Jim Malone, le récit est de Yacouba Ouedraogo. La sénatrice démocrate Elizabeth Warren fait partie des premiers à se signaler. Aujourd'hui, le salaire minimum aux États-Unis ne permet pas de maintenir une mère et un bébé loin de la pauvreté. L'ancien secrétaire au logement, Julian Castro, a rejoint Mme Warren sur le sentier de la campagne. Ensemble, nous allons montrer que l'espoir peut être plus grand que la peur, que la lumière peut être plus grande que l'obscurité et que la vérité peut être plus grande que les mensonges. En plus d'Elizabeth Warren, d'autres figures féminines pourraient se lancer dans la course. La sénatrice de New York, Kirsten Gillibrand, la représentante d'Hawaï, Tulsi Gabbard, la sénatrice de Californie, Kamala Harris, et celle du Minnesota, Amy Klobuchar. D'autres têtes masculines se dégagent et on pourrait citer l'ancien membre du Congrès Beto O'Rourke du Texas, le sénateur de New Jersey, Cory Booker, et l'ancien vice-président Joe Biden, qui a battu campagne pour les démocrates pendant les élections de mi-mandat. Et même Biden n'est pas un poids lourd. Il a accueilli 35, 30, 40% d'adhésion dans les sondages. Ce n'est pas aussi bon que certains leaders comme Hillary Clinton en 2016, à ce même stade de la course. En face, le président Trump reste populaire parmi les républicains, même si sa cote d'approbation globale est en baisse. Il pourrait faire face à l'ancien gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Je me porterai candidat comme quelqu'un qui essaierait de réconcilier la nation avec elle-même. C'est de cela qu'il devrait s'agir. L'objectif de Donald Trump pour sa réélection est de consolider sa base politique. Cela pourrait rendre la tâche difficile à n'importe quel républicain voulant défier le président au sein de son propre parti. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Au Mali, les radios communautaires sont primordiales dans les formations et la sensibilisation. Alors, la MINUSMA a décidé de renforcer leurs capacités. Dans Culture Hebdo, la Mauritanie accueille la 10e édition du Festival Nomade. Roger Moutou sera là pour les détails. En sport, et si la première Coupe du Monde à 48 équipes avait plutôt lieu dès 2022, le président de la FIFA n'écarte pas cette hypothèse. C'est vendredi et comme tous les vendredis, on a rendez-vous avec Culture Hebdo et Roger Moutou. Bonsoir et bienvenue. Merci Jen, bonsoir. Roger, les jours vont si vite. On était vendredi. C'est vrai que ça va vite, il faut le dire. Alors, la rappeuse Cardi B se lâche et se trompe et fait réagir des sénateurs. Oui, la rappeuse Cardi B s'en est prise à Donald Trump dans un message fleuri posté sur Instagram en reprochant au président d'avoir forcé des milliers de fonctionnaires à reprendre le travail sans salaire pour limiter les effets du shutdown. La vidéo a été repérée par plusieurs élus du Congrès américain dont certains ont débattu de l'opportunité de la relayer ou pas avant de s'abstenir en partie du fait du langage parfois grossier employé par Cardi B, une des plus grosses stars de la musique américaine actuelle. Notre pays vit un enfer en ce moment, tout ça pour un mot que je ne pourrais pas dire à l'antenne, John Demure lance l'artiste originaire du Bronx dans la vidéo en référence au refus de Donald Trump de voter un projet de budget fédéral qui n'inclurait pas de financement pour un mur à la frontière américano-mexicaine. Alors, on continue avec la Mauritanie, le lancement de la 10e édition, n'est-ce pas, du festival Nomade. Ah oui, ça j'aimerais bien être là, moi, personnellement. La 10e édition du festival Nomade qui rassemble des artistes canadiens et mauritaniens pour une dizaine de jours. John, jalonné des bivouacs dans le désert à l'est de Nouakchott, a débuté jeudi à l'hippodrome de la capitale mauritanienne. Le festival s'est ouvert en présence de ministres mauritaniens de la culture et de la famille, des autorités locales et d'une vingtaine d'artistes réunis autour du promoteur de la manifestation, Mohamed Mamadou Ould Atig, cuisinier de profession établi au Canada par aussi des parades des chevaux et de dromadaires. 14 artistes canadiens, dont 8 musiciens et 2 comédiens, ont fait le voyage à la rencontre d'artistes mauritaniens pour jouer ensemble des instruments de nomades, selon plusieurs participants, John. Roger Moutou, vous avez reçu un poète congolais cette semaine dans votre émission radio RM Show. Et j'espère bien que vous aimez la poésie aussi, Diane. Le poète congolais Lambert Kabatanchi était notre invité exactement cette semaine dans RM Show. Ses poèmes sont inspirés par les problèmes que traverse ce pays d'Afrique. Il a écrit un poème qui nous a lu d'ailleurs à l'antenne. Le titre, c'est « Du sang à l'odeur des larmes ». Suivons. Vous savez, ce qui m'a inspiré, c'était la beauté des paysages. Ah bon? Vous voyez comment ça va à contresens, n'est-ce pas? Oui. J'ai des émotions en regardant, en admirant de beaux paysages. Je suis dans un compartiment d'un train qui va vers Montréal. Je vois de très beaux paysages qui me laissent complètement baba, comme on dit. Donc, je n'en reviens pas de voir d'aussi beau, belle vallée, la baie d'Hudson, et je me dis, mais ces paysages, il y en a à gogo dans mon pays, mais ce sont des paysages imprégnés de sang, ce sont des paysages où coulent les larmes. Alors, vous voyez comment deux sentiments se sont arc-boutés pour laisser tomber de la poésie. Et tout de suite, Jeanne, place à notre agenda culturel.
Voilà, c'est tout, John, pour ce week-end. Merci, Roger Montou, et à vendredi prochain. Merci beaucoup, John. À Mopti, dans le centre du Mali, la MINUSMA a initié un projet pour renforcer les capacités de 9 radios communautaires de la région. Ces radios jouent un rôle primordial dans l'information et la sensibilisation du public. Raïssa Gironde. La radio est toujours la reine du centre du Mali. Sur 170 radios privées, 121 sont communautaires. Les propriétaires de médias utilisent leur influence sur les ondes pour promouvoir la paix dans une région touchée par des violences. Les radios, c'est important parce que c'est nous qui informons, c'est nous qui éduquons. C'est à travers la radio qu'on peut faire des messages de sensibilisation pour amener des gens qui ont pris les armes, les gens qui sont en train de se tuer, de les amener à la raison. Pour cet auditeur régulier, la radio est le seul moyen de suivre l'actualité. La radio change nos vies. Cela nous donne l'impression de faire partie d'une société. Nous pouvons nous tenir au courant de ce qui se passe ici. Nous recevons des nouvelles régionales, nous obtenons de nouvelles locales. La MINUSMA a renforcé 9 radios communautaires en plein cœur du pays. La MINUSMA est venue à point nommé. Le moment où la MINUSMA nous appuyait, la radio ne dépassait pas les 60 km. Et je vous dis, depuis le moment qu'on a reçu l'émetteur amplifié, ça a permis à la radio de retrouver ses anciens auditeurs. La région de Mopti est touchée par des violences intercommunautaires, faisant des centaines de morts et déplaçant des milliers de personnes. Ces radios veulent accomplir une double mission, diffuser des informations fiables et promouvoir la paix entre deux communautés. Et Yacouba Ouedraogo nous a rejoint pour les sports. Bonsoir Yacouba, on commence par l'Égypte qui a une petite demande à l'endroit de la CAF. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, l'Égypte qui demande à la CAF d'avancer d'un jour la date du début de la CAN 2019. Le pays des pharaons souhaite ainsi faire coïncider la cérémonie d'ouverture au stade international du Caire avec le premier jour du week-end en Égypte, le vendredi 14 juin, pour attirer un plus de supporters en principe. La date prévue est du samedi 15 juin au samedi 13 juillet. La directrice de la communication de la CAF, Nathalie Rab, a laissé entendre que cette demande est en cours d'étude. Le tournoi se jouera pour la première fois à 24 équipes contre 16 au cours des éditions précédentes. Pendant ce temps, le président de la FIFA voudrait une Coupe du Monde à 48 équipes dès 2022. Initialement, le basculement de 32 à 48 devait s'opérer en 2026. Mais hier à Marrakech, au Maroc, donc en marge du sommet exécutif de la FIFA, Gianni Infantino n'a pas exclu l'hypothèse que cela intervienne dès l'édition 2022 au Qatar. Suivez. La grande majorité des fédérations dans le monde souhaiteraient bien sûr qu'il y ait plus d'équipes, comme ça il y a plus de chances de participer. Ça ne va pas être simple d'organiser une Coupe du Monde à 48 pays dans le Qatar uniquement, parce que ça fait quand même 16 équipes de plus. L'idée ou la possibilité qu'il y aurait serait d'organiser quelques matchs en dehors du Qatar, dans des pays limitrophes. Sport demain. Pour finir, l'Afrique a fait du 2-3 pour le tour suivant du mondial de handball. La Tunisie et l'Égypte ont décroché leur ticket, tandis que l'Angola est éliminé. Les Aigles de Carthage devaient l'emporter pour leur dernier match de groupe devant l'Autriche. Mission accomplie pour les hommes du coach Tony Girona avec une victoire de 32-27. Ils finissent un troisième de leur poule dans le groupe D. Le duel 100% africain qui devait décider de l'un des tickets à prendre à opposer l'Égypte à l'Angola. À la fin, ce sont les Pharaons qui se sont imposés 33-28. Tunisiens et Égyptiens connaîtront leurs adversaires du tour suivant dès ce soir. Voilà donc pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba Ouedraogo. On n'a pas fini de parler du CES 2019. Chaque année, cet événement rassemble à Las Vegas pendant une semaine les dernières innovations technologiques grand public. Arzouma Compaoré, notre envoyé spécial, nous parle ici de quelques-unes de ces innovations révolutionnaires.
Au CES de Las Vegas, chaque mètre carré est l'occasion d'une nouvelle découverte. Et lorsque le luxe, le confort et le bien-être se rencontrent, cela donne un fauteuil de massage intelligent, unique en son genre et estampillé de la marque de luxe Lamborghini. Ce fauteuil de massage appelé LBF 750 qui est en fait le produit de cette grande marque d'automobile Lamborghini qui s'est joint avec ce grand fabricant de fauteuils de massage sud-coréen Body Friend et ensemble ils ont décidé de faire justement ce fauteuil là, donc c'est la Lamborghini des fauteuils de massage. Avec un coût de 30 000 $, un extérieur en fibre de carbone, un intérieur en cuivre italien, une musique calibrée sur des fréquences de relaxation, le tout alimenté par une armada technologique développée par la société sud-coréenne Body Friend, le fauteuil de massage Lamborghini est une vraie révolution. Son système d'intelligence artificielle élabore un plan de massage basé sur votre niveau de stress, votre poids et votre masse corporelle. Alors John, je sais que vous auriez aimé être à ma place, mais bon, ce sera peut-être une prochaine fois. Hein? Vous avez raison, Arzouma Compaoré. On va terminer par cette image spectaculaire. De nombreux habitants de la ville de Westbrook, dans le Maine, ont été ravis de voir ce disque de glace de 100 mètres flotter et tourner sur la rivière Presumpscot. Mercredi dernier, beaucoup ont bravé les températures glaciales pour voir ce spectacle, alors que les oiseaux s'accrochaient au disque gelé en mouvement. Un disque de glace est un phénomène naturel qui se produit dans les courbes des rivières lorsque l'accélération de l'eau crée une force qui casse un bloc de glace et le fait tourner en permanence, le plaçant contre la glace environnante pour former un cercle parfait. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Jacques Aristide sera des vôtres dès lundi. D'ici là, excellent week-end à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.